Vous avez déjà sûrement entendu cette petite blague que certains investisseurs ou même que le peuple fait envers les économistes de BFM, de la télé, de CNN, peu importe, qui est de dire que les économistes, les experts ont réussi à prédire 20 des 3 dernières récessions qui ont eu lieu. Et vous avez sûrement déjà vu également tous ces films où on parle de Wall Street, de bourse, d'argent, de finance, avec toujours une scène où ils vont se relaxer dans des strip clubs, à arroser les femmes d'argent et à vraiment faire comme si l'argent était quelque chose de facile à avoir. Si je vous disais qu'il y avait des études très sérieuses qui montraient que les stripteaseuses, ou plus encore les travailleuses du sexe, étaient bien plus précises et bien meilleures que les économistes pour prédire les futures récessions. Ou encore, si je vous disais qu'il existe un indicateur qui, depuis les années 70, quand il a été créé, a prédit littéralement toutes les récessions qui ont eu lieu dans l'économie. Alors restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous présenter les indicateurs les plus sérieux et certains les plus farfelus qui prédisent des récessions économiques. Et aujourd'hui, l'indicateur qui est considéré comme étant le plus sérieux qui existe est dans le rouge et annonce une récession qui va arriver très prochainement. Alors bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter à ce drama qui est la récession qui va arriver. Je vais vous proposer également des solutions, ou du moins ce que moi je fais avec mon argent pour me protéger en cas de récession et ce que je mets en place pour éviter de trop subir si une récession a lieu. Le premier indicateur dont je vais vous parler, il a vu le jour en 2022 suite à un tweet d'une stripteaseuse disant qu'elles sont capables de prédire les récessions avec plus de précision que les économistes diplômés. Le tweet de cette fameuse stripteaseuse a été posté en mai 2022 et quelques mois plus tard, les États-Unis sont entrés en récession technique. Alors une récession technique, c'est quand nous avons 2 trimestres d'affilée où le PIB est en croissance négative, donc en décroissance. Ça peut être moins 0,01, moins 0,02, quoi qu'il en soit. D'un point de vue technique, nous étions en récession quelques mois après le tweet de cette strippeuse. Pour couronner le tout, une étude de l'Urban Institute a montré qu'entre 2003 et 2007, avant une des pires crises et récessions économiques qu'aient connues les États-Unis depuis le début des années 2000, eh bien, ils ont montré que les travailleuses du sexe avaient vu une baisse de leurs revenus, une baisse des pourboires qu'elles touchaient à cause de ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, nous avons eu une magnifique récession. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que cet indice est quand même assez anecdotique parce qu'on n'a pas quelque chose de sérieux pour le suivre au jour le jour, pour voir comment il évolue. Si vous voulez savoir comment il évolue, je vous recommande d'aller voir les travailleuses du sexe proches de chez vous, d'aller voir les strippeuses et de leur demander comment ça se passe au niveau des pourboires. C'est assez simple. La façon dont il fonctionne, c'est que quand les strippeuses voient que leur revenu des pourboires baisse, souvent ça veut dire que les pouvoirs d'achat des clients est plus faible et donc qu'il risque d'y avoir une récession très prochainement. Donc je vous invite à vous rendre au strip club du coin et d'aller leur demander comment se comporte leur pourboire et en fonction de ça, potentiellement que vous allez pouvoir savoir si une récession arrive ou pas. Pour rester dans l'univers glamour, ce deuxième indicateur est assez surprenant, surtout parce qu'il a été imaginé, on va dire, ou créé par le fondateur et l'ancien PDG de Estée Lauder, la marque de cosmétiques, le concurrent un petit peu de L'Oréal. Dans les années 90, Leonard Lauder, donc l'ancien PDG de la marque Estée Lauder, s'est rendu compte que quand une récession arrivait, les ventes de rouge à lèvres augmentaient. Ça peut paraître un petit peu bizarre, dit comme ça, pourquoi des ventes augmentent alors que nous sommes en récession ou qu'une récession arrive? Eh bien, il faut savoir que ça s'est passé en 2000 et ça s'est passé également dans les années 90. Alors, la théorie derrière cet indicateur de récession, ce serait que le rouge à lèvres serait potentiellement la pièce de cosmétique la plus efficace et la plus utile pour embellir le visage d'une femme, pour le faire rayonner, le faire ressortir. Donc, elles privilégieraient, si elles n'ont pas d'argent pour vraiment se faire complètement belle, privilégieraient le rouge à lèvres parce que c'est ce qui permettrait d'avoir le meilleur retour, entre guillemets, sur coût par rapport aux cosmétiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2008, cet indicateur n'a pas vraiment fonctionné. Après, ça me semble normal étant donné la gravité de la crise qu'il y a eu en 2008 et la profondeur de celle-ci. Maintenant, il faut aussi voir comment toute l'industrie s'est comportée durant cette période, enfin l'industrie de la cosmétique, parce que les ventes de rouge à lèvres avaient baissé de 6%, mais qu'en était-il du mascara, du fond de teint, des crèmes, etc. Parce que si ça baisse de 6%, mais avec les autres baissent de 10, 20, 30, 40%, au final, on peut se dire qu'une baisse de 6%, c'est assez conservateur et ça pouvait permettre de le prévoir, donc on peut ajuster peut-être cet indice du rouge à lèvres. Ce qui est assez curieux aussi, c'est qu'en ce moment, eh bien, on voit une légère hausse des produits cosmétiques et notamment rouge à lèvres, mascara, etc. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une récession va arriver? Je vous laisse me le dire en commentaire, à vous d'en juger. Avant de passer à l'indicateur qui est pour moi le plus sérieux et le plus
efficace parce qu'il a prédit toutes les récessions depuis sa création, on va rentrer dans un indicateur qui est très glauque, qui pourrait en faire pâlir certains. Il s'agit des cadavres non réclamés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne décède, qu'elle se retrouve à la morgue, faire un enterrement aux États-Unis, ça coûte entre 7 et 12 000 $. Donc ça coûte assez cher de mourir pour une famille, quelqu'un qui meurt, c'est un sacré billet à sortir. Il faut se dire que quand l'économie va mal, que le taux de chômage augmente, que la population a moins d'argent, ça peut être difficile pour certaines familles de faire ce genre de dépenses, d'aller à la morgue, de prendre le corps et de faire tout ce qu'il faut pour l'enterrer de façon convenable. C'est là que va intervenir l'indice des cadavres non réclamés. Donc, son nom l'indique, il correspond littéralement au nombre de cadavres dans les morgues qui n'ont pas été réclamés par les familles pour qu'elles puissent faire des funérailles, etc. Donc, c'est des cadavres qui restent bien au chaud ou au froid dans les morgues. En 2020, il y a une étude qui a été faite par le comté de Los Angeles et qui montre la relation entre le nombre de cadavres non réclamés et la santé de l'économie du pays. Cette étude a été menée entre 1973 et 2013 et elle a montré que quand le taux de chômage est élevé, quand l'économie, le pays va rentrer en récession, ils ont pu observer une hausse conséquente du nombre de cadavres non réclamés dans leur morgue. En 2009, donc suite à la crise de 2008, le comté de Wayne à Détroit a déclaré que entre 2000 et 2009, le nombre de cadavres non réclamés avait triplé. Il avait fait x3 sur les 9 années qu'il y avait entre 2000 et 2009. Vous pouvez voir que ça correspond à la période où on a eu cette énorme hausse au niveau des marchés, cette énorme bulle qui s'est créée surtout au niveau de l'immobilier et également à cette période de crack. Alors encore une fois, comme le premier indicateur, eh bien ici c'est difficile d'avoir des données fiables dans la mesure où c'est pas quelque chose qui est suivi tous les jours par tout le monde, partout dans le pays. Donc c'est assez compliqué d'avoir des données fiables, mais en tout cas je trouve que c'est assez intéressant. Et pareil, pourquoi pas vous rendre à la morgue de votre ville, de votre village, la morgue la plus proche, pour demander s'il y a des cadavres non réclamés. Après je vous avoue que je ne sais pas comment ça se passe en France vis-à-vis de ça, mais en tout cas, si vous avez la possibilité aux États-Unis, allez visiter 2-3 morgues pour leur demander comment ça se passe au niveau des cadavres non réclamés, comme ça vous saurez quel move faire sur les marchés. Le dernier indicateur dont je vais vous parler, il s'agit tout simplement du plus sérieux, parce que depuis les années 70, il a prédit littéralement toutes les récessions qui ont eu lieu aux États-Unis. Son nom est le yield curve, ou plus particulièrement appelé l'inversion du yield curve. Pour faire simple, ça correspond à la différence entre les taux qu'on va avoir sur les obligations à long terme, donc par exemple à 10 ans, par rapport au taux des obligations à court terme sur 1 an ou 2 ans. L'idée ici, c'est qu'une obligation à 10 ans, eh bien c'est censé avoir un rendement plus élevé qu'une obligation à court terme, parce que si on immobilise de l'argent sur une plus longue période de temps, eh bien c'est normal que ça nous paye plus. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que vous gagnez plus à immobiliser votre argent pour 1 an ou 2, plutôt que de l'immobiliser pour 10 ans. C'est un phénomène assez rare, c'est ce qu'on appelle l'inversion du yield curve. En français, on peut le traduire par inversion de la courbe des taux. À l'heure actuelle, on peut voir qu'on est donc dans le négatif, que les taux à court terme sont plus rémunérateurs que les taux à long terme. Et souvent, quand on repasse à positif, donc les taux à long terme sont plus rémunérateurs que les taux à court terme, après avoir eu ce phénomène, une récession a vu le jour juste après. Alors comment vous pouvez vous protéger? La première chose, c'est essentiel, ne rentrez pas dans la paranoïa. Ok? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'une récession va avoir lieu. Et personne ne serait stupide et un devin ou n'aurait un talent pour dire une récession va avoir lieu. Il y a forcément toujours une récession qui a lieu à un moment ou à un autre. Le seul truc, c'est que personne ne sait quand ça va arriver. N'oubliez pas une chose, les économistes ont prédit 20 des 3 dernières récessions. Donc dites-vous bien que on ne sait pas quand ça va avoir lieu. Et encore une fois, peut-être que les marchés vont complètement exploser à la hausse avant qu'on ait une récession et que la récession fera que même si vous avez acheté avant, que les marchés auront tellement explosé que même si ça prend moins 20, moins 30, moins 40%, vous seriez toujours gagnant à avoir investi aujourd'hui. Donc c'est important de ne pas paniquer, ne pas entrer dans des psychoses. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est très important, ne pas dépenser tout votre cash. Ok, essayez de conserver, essayez d'épargner, essayez d'investir une partie de votre cash. Vous voulez me dire, oui, mais Guillaume, si une récession arrive, on va avoir un krach boursier, etc. Peu importe si un krach boursier arrive, essayez d'investir tous les mois. Ce qui va se passer quand vous investissez tous les mois, c'est que oui, potentiellement, vous allez investir avant un krach et peut-être qu'il y aura un krach qui vous fera perdre. Mais si vous continuez d'investir pendant ce krach et que vous avez pris cette habitude d'investir tous les mois, bien quand ça va repartir, parce que l'économie repart toujours, l'économie n'est pas constamment en train de baisser, il y a forcément un moment où on va toucher le sol et que ça va rebondir. Et donc si vous avez investi un petit peu tous les mois dans des actifs qui sont solides, dans des actifs qui sont sous-évalués à des bons prix, et vous avez de fortes chances d'avoir une très belle plus-value qui viendra se réaliser par la suite. Donc investissez tous les mois et visez des entreprises qui sont déjà sous-évaluées. N'allez pas investir dans des entreprises surévaluées qui sont à des valorisations complètement indécentes, parce que celles-là risquent de prendre vraiment très cher quand les marchés vont baisser, quand un krach boursier va avoir lieu. Mais si vous allez dans des entreprises qui sont déjà justement évaluées ou sous-évaluées, la baisse va être beaucoup plus douce et beaucoup plus vivable. Donc allez privilégier ce
genre d'entreprise parce que ça vous permettra de continuer d'investir tous les mois sans vous décourager et en plus de ça, d'être très bien positionné pour la reprise. Un autre point que beaucoup de personnes négligent, en tout cas je le vois beaucoup chez les salariés, continuez de chercher du travail même si vous avez un travail. Si une récession a lieu, il va y avoir des licenciements économiques. Il va y avoir des entreprises qui vont fermer, des entreprises qui ne pourront plus payer leurs salariés. Donc cherchez du travail. Même si aujourd'hui vous avez du travail, même si aujourd'hui vous vous sentez le roi du monde dans votre travail, vous pensez être intouchable, vous pensez que rien ne peut vous arriver parce que vous êtes excellent, parce que vous êtes très bon, allez chercher du travail, continuez de chercher du travail. Je dis pas de passer 5 heures par jour à chercher un travail, mais envoyez vos CV, essayez d'échanger avec des gérants pour trouver un nouveau travail. Ça peut vous favoriser dans deux choses. Premièrement, si vous avez un licenciement économique, vous allez pouvoir rebondir très rapidement. Deuxième chose, ça va vous permettre aussi de négocier votre salaire à la hausse. Ça va vous permettre de montrer à votre employeur que vous êtes important parce que vous êtes désiré ailleurs également. Prenez les choses en main et allez-y avant. Ne commencez pas à chercher du travail quand vous êtes déjà licencié. Essayez de trouver un autre travail ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous pourrez soit renégocier votre salaire à la hausse si vous n'êtes pas viré. Et si vous vous faites virer, si un licenciement économique, vous aurez déjà un travail, vous serez déjà prêt à rebondir et vous ne le sentirez pas dans votre vie. Vous ne sentirez pas une baisse de votre pouvoir d'achat. Dernier point pour se protéger, on va surtout parler de la bourse parce que moi j'investis 80% de mon épargne en bourse. Évitez de faire un pari sur une seule entreprise. Vraiment, évitez de vous dire « Ah ça c'est l'entreprise du futur, c'est sûr que celle-là va péter, je mets tout là-dessus ». Non, votre portefeuille doit être diversifié. Vous devez avoir plusieurs entreprises dans votre portefeuille, surtout si vous débutez. Maximum 10% de votre capital sur une entreprise, 25% sur un secteur d'activité, surtout si vous débutez. Si vous avez un bon niveau aujourd'hui en bourse, que vous comprenez très bien ce que vous faites, que vous êtes vraiment au point, pourquoi pas être un peu plus concentré. Mais si vous débutez, maximum 10% sur une entreprise, 25% sur un secteur. Deuxième chose, évitez de faire trop de transactions. Ne commencez pas à vous prendre pour un prophète ou Madame Irma ou je ne sais quoi, à vous dire bah tiens là j'achète maintenant et je revendrai au plus haut et je sais quand ça va être le plus haut donc je revendrai au bon moment pour ensuite racheter quand c'est au plus bas. Non, ne faites pas ça ou ne vous dites pas ah ben là c'est trop haut donc je vais racheter quand ce sera trop bas. Vous en savez rien, personne n'en sait rien. Aujourd'hui, même les plus grands investisseurs continuent d'acheter des entreprises. Même si Warren Buffett a liquidé une bonne partie de ses positions sur Apple, c'est pas pour autant qu'il n'investit pas son cash, c'est pas pour autant qu'il ne va pas quand même placer des billes. S'il était si sûr que ça allait baisser, il aurait absolument rien d'investi sur les marchés. Ok, donc ça c'est très important à comprendre. N'essayez pas de jouer à Madame Irma, n'essayez pas de jouer au prophète ou au devin. Continuez d'investir tous les mois et visez des entreprises solides, visez des entreprises sous-évaluées et surtout visez quelque chose où vous n'allez pas être concentré sur une chose. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas au point sur l'investissement en bourse, que vous ne savez pas dans quoi investir, que vous ne savez pas comment faire, etc. Deux options. La première, c'est investissez dans des indices. Je suis vraiment pas fan de ça. C'est pas du tout ce que je fais. Donc, je vous le recommande pas vraiment parce que j'ai absolument aucun argent, moi, dans des indices, dans des ETF ou quoi que ce soit. Plutôt stock picking. Mais c'est toujours mieux d'être dans des ETF que sur des livrets ou des livrets bancaires. Ou deuxième chose, si vous voulez apprendre à faire du stock picking, c'est pas si compliqué. Vous pouvez acheter mon livre. Il est à moins de 20 balles. Vous le trouverez sur Amazon. Le lien est dans la description. Je vous invite à voir ça. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour apprendre à investir dans des entreprises solides, pour apprendre à investir votre argent et surtout le faire en sécurité et comprendre parfaitement comment analyser une entreprise. Vous trouvez le lien dans la description. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!